Salut à tous, salut à toutes. Vous êtes sur le grand rendez-vous, il est 19 h. Je vous propose de suivre tout de suite la météo avant de vous développer le menu du grand rendez-vous. À tout de suite. Merci à tous ceux qui nous retrouvent pour le grand rendez-vous. Déjà comme menu, il faut retenir qu'une dame nous fait honneur sur le grand rendez-vous ce soir. C'est la directrice de l'antenne nationale de la bourse régionale des valeurs mobilières, voilà, oui, de la BRVM. Madame Pauline Atiokpe est ici pour nous parler de l'emprunt obligataire. Est-ce une source de blanchiment de capitaux? On va la retrouver dans la rubrique Autant savoir pour aborder le sujet. Nous retrouvons également sur ce plateau Estelle Pazou, elle l'a promis hier, elle est là dans le monde agricole pour parler du recensement national agricole pour une agriculture numérisée. Ce sera avec Yves Adjavon, directeur de la statistique agricole. Nous aurons sur ce plateau un coach motivateur, vous le connaissez bien, il s'agit de Marcel Effon pour parler du vocabulaire dynamisant, acte 2. On a commencé à en parler la semaine passée. Aujourd'hui, on le retrouve pour l'acte 2 du vocabulaire dynamisant. Le dernier plateau sera consacré à Nature et Bien-être. Nature et Bien-être qui reçoit aujourd'hui Annick Nonoou, elle est sage-femme et juriste. Avec elle, on va parler des droits et devoirs des patients. Voilà donc le menu du grand rendez-vous, mesdames et messieurs. On retourne l'antenne de l'autre côté de la rédaction pour retrouver Nadège Sani pour le menu du 1945. Nadège, on vous a vu tout de suite. Et oui, la voilà. Bonsoir. Bonsoir, vous, heureuse d'Arondé. Tout est prêt de l'autre côté de la rédaction. Bien sûr. Donc à 19h45, on aura le journal. Exactement, et au menu de cette édition du soir, les explications du directeur général des infrastructures au sujet des nouveaux tarifs, des postes de péage et de pesage en vigueur au Bénin depuis le 1er juillet 2018. En saison de pluie, la demande des personnes à transfuser est forte, mais les poches du liquide de vie ne sont pas toujours disponibles. Une campagne de sensibilisation est lancée à cet effet. Les détails à suivre. Et puis, Lomé accueille en octobre prochain la première édition du mois de la culture béninoise. Les organisateurs de cet événement ont dévoilé hier aux médias les réelles motivations de cette initiative. Plus de précisions à 19h45. Merci Nadège Sani. Lorsqu'il va sonner donc 19h45, on va vous retrouver pour le développement de tous ces sujets. À tout à l'heure donc. Mesdames et messieurs, on va installer le tout premier plateau de votre grande émission du soir, Monde agricole. À tout de suite.
Recensement national agricole pour numériser l'agriculture. On en parle avec Yves Adjavon, directeur de la statistique agricole. Il sera reçu tout à l'heure par Estelle Pazou, mais d'abord on suit ce reportage. Le recensement national de l'agriculture est une vaste opération couvrant l'ensemble du territoire national. Le gouvernement est parti d'un constat. Le secteur agricole, toute modestie gardée, contribue à plus de 23% au produit intérieur brut, fournit environ 75% des recettes d'exportation, emploie aux environs de 70% de la population active. C'est pourquoi le gouvernement du Bénin a fait l'option de faire de l'agriculture un secteur d'investissement massif. Mais ce secteur est confronté à de nombreuses insuffisances, dont l'absence d'une base de données fiable. D'où l'initiative objet du présent lancement pour répondre à ces interrogations. Combien notre pays compte-t-il d'exploitants agricoles? Où sont-ils? Quels sont leurs statuts juridiques? Quelle est la taille des exploitations? Quel est le nombre d'actifs agricoles? Quelles sont les surfaces des différentes cultures pratiquées au Bénin? Comment sont-elles réparties dans les différents pôles de développement agricole? Quelles sont les pratiques agricoles observées? Combien de personnes pratiquent la pêche et l'aquaculture? Quels sont les effectifs d'éleveurs et du cheptel au Bénin? Quelles sont les espèces et quelles races animales élève-t-on? Quelle est la disponibilité en main-d'œuvre et autres facteurs de production? Quelle est la structure de l'agriculture béninoise dans le nouveau contexte de territorialisation de l'agriculture? Et j'en passe. Monsieur le ministre, ce choix que vous avez porté sur notre commune est judicieux et vient réparer un tort. Parce qu'il y a naguère, la commune de Toribosito était considérée comme le grenier de l'Atlantique. Ce choix va désormais nous motiver, nous lancer en quelque sorte un défi qui nous permettra, si en temps on avait été déclassé, de nous rattraper. Au terme de 36 mois de recherche, une base de données sera disponible et servira de boussole à tout investissement dans le secteur agricole au Bénin. Merci à vous, Jérôme Rungbo, pour ce reportage dans lequel vous nous notifiez d'ailleurs qu'au terme des 36 mois, voilà, il y aura une base de données mise en place. On a donc sur ce plateau, vous l'avez d'ailleurs vu tout à l'heure, Monsieur Adjavon, Yves, directeur de la statistique agricole. Monsieur Adjavon, Monsieur Adjavon, oui. Voilà, Adjavon, il faut bien préciser les choses. Comment vous allez? Ça va bien, et vous? Et je vais très bien aussi. Merci de nous faire honneur d'être à nous ce soir. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. D'accord. On remercie Estelle Pazou qui vous a invité. La pleine forme, Estelle. Ça va très bien. Très très bien. Ça va. Très souriante ce soir. J'aime bien. Comme vous d'ailleurs, tout le temps. Alors restons, on va y aller. On parle du recensement national agricole. On a eu un peu les informations avec ce reportage réalisé par Jérôme Mungbo. Oui, et aujourd'hui on reste dans les généralités. D'accord. Et l'agriculture se numérise, autant dire que l'agriculture est en train de franchir une étape. Alors Monsieur Adjavon, déjà, pourquoi un recensement national agricole? Un recensement national agricole parce qu'il faudrait que nous puissions avoir une photographie à un instant de l'agriculture de notre pays. Et nous sommes au Bénin, mais nous ne connaissons pas l'agriculture de notre pays. Donc ça nous permettra de révéler au Bénin et au reste du monde ce que nous faisons en matière agricole. Le Bénin est toujours dans la révélation, dynamique de la révélation. Il faut révéler, il faut montrer. Il faut montrer ce qu'on sait faire. D'accord. Voilà. Et déjà, comment ça va se passer? Bon, c'est une opération qui va s'étendre sur 36 mois. Il y aura une première étape qui va nous permettre de passer de ménage en ménage. Pendant 45 jours, pour collecter des informations auprès des exploitants. C'est la première étape. Donc c'est un recensement exhaustif que nous allons faire. Voilà. Personne ne sera laissé de côté. Tout ce qui peut contribuer à la sécurité alimentaire que les gens mettent en œuvre, eh bien, ça nous intéresse. Donc si vous avez
un petit lopin quelque part et que vous mettez en valeur, à partir du moment où ça vous permet, même pour faire le goûter aux enfants, déjà, ça résout quelque part un problème de sécurité alimentaire. Ça nous intéresse. On va collecter des informations là-dessus. Donc ça, c'est la première étape. Et il faut notifier à cette étape-là que personne n'a besoin de se déplacer. Personne ne se déplace. On va de maison en maison. Personne ne se déplace. Nous venons avec nos kits à la maison. Un kit, ce n'est pas pour prendre les photos. Un kit qui est composé de GPS, de smartphone, de questionnaires, pour prendre vraiment tout ce qu'il faut. Et à l'issue de cette opération, maintenant, nous allons constituer la liste de toutes les exploitations agricoles et de tous les exploitants agricoles du Bénin. Spéculation par spéculation. Village par village. Donc, comme vous le voyez, c'est une opération Maus. Vraiment Maus. Et donc, à Cotonou, on pourra savoir avec précision qui fait quoi, qui produit quoi et où. Oui. Et Cotonou est surtout concerné par le maraîchage. Donc, nous allons parcourir toutes les villes, partout. Donc, nous allons traquer partout. Il y a une parcelle où on fait de l'agriculture. L'agriculture au sens large. Même si c'est familial. Oui. Au Bénin, on a constaté que c'est l'agriculture familiale plutôt qui nourrit vraiment la population. Oui. Donc, il faudrait que nous puissions appréhender toutes les méandres de cette agriculture-là pour pouvoir faire des opérations ciblées pour sortir les gens de leur précarité. Et quand vous dites agriculture, est-ce que ça englobe et ceux qui font de l'élevage, de la pêche ou bien uniquement les producteurs agricoles? Non, ce n'est pas que la production végétale. Ok. Il y a la production animale. Tous ceux qui font la production animale. Tous ceux qui font la pêche et l'aquaculture. Donc tous ceux-là sont concernés. Parce qu'il faudrait les avoir dans notre base pour, comme je le disais tantôt, des opérations bien ciblées. Est-ce que les préalables à un tel recensement sont déjà mis en place? Oui. Et il y en a qui sont déjà achevés. Il y en a que nous sommes en train de continuer. Parce que comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est une opération vraiment lourde. Ça demande la mise en place des moyens logistiques vraiment appropriés. Donc, il y a d'abord les organes qui doivent conduire le recensement. Les organes ont été déjà approuvés par le gouvernement et j'en profite pour remercier vraiment le gouvernement. Mon ministre, et à travers lui le gouvernement, qui a vu que si on veut faire de l'agriculture un investissement massif, il faut vraiment cerner tout ce qui se fait dans ce secteur et à autoriser la réalisation de ce recensement. Bon. Donc, en ce qui concerne la logistique et tout ce qui doit être mis en place, oui. Les organes sont mis en place. Nous sommes en train de développer un site qui sera mis en ligne la semaine prochaine pour permettre le recrutement des agents. Parce que nous n'allons pas lancer, les gens vont venir avec des documents. Non, il y a des critères, le site est là, vous vous enregistrez et quand vous finissez de vous enregistrer, ça vous envoie un SMS pour vous dire, monsieur, madame, tel, vous venez de vous enregistrer, voilà votre numéro d'enregistrement. Okay. Et c'est à partir de ce numéro d'enregistrement que nous allons, sur la base de critères bien définis, sortir la liste des agents qui iront sur le terrain. Okay. Bon. Au niveau des départements aussi, les organes sont aussi mis en place. Et tout le monde est en train de s'atteler pour qu'on puisse, à partir du mois d'août, être opérationnel sur le terrain. Mais ce que les populations reprochent très souvent, ou surtout aujourd'hui à la politique gouvernementale, c'est le manque de communication. Les informations tombent sur la tête des populations comme ça, il faut exécuter avant réclamation. Est-ce que les populations sont informées? Est-ce que les créateurs publics sont déjà à l'œuvre dans les localités pour les informer de la descente? Est passée dans
toutes les communes, dans tous les villages. Parce que vous savez que la majorité des agriculteurs ils sont dans les coins reculés du Bénin. Et il faut voir leur disponibilité aussi. Oui, vous avez tout à fait raison. Et pour la sensibilisation, on a un programme de sensibilisation. Je crois que chez vous, vous serez même dépassé. Hein, vous allez contribuer. Il y a les radios de proximité, voilà, les crieurs publics. Donc tout cela sera mis à contribution. Dans les prochains jours, nous allons installer au niveau des départements les comités qui vont faire ce travail-là. Et ils vont démarrer. Ça va démarrer concrètement quand? Et comme je le disais, au mois d'août. Au mois d'août, on est pratiquement à moins de 2 mois alors. Oui, oui, à moins de 2 mois. Ou septembre, bon, c'est-à-dire dans le pire des cas en septembre. Alors, moi, en tant qu'agriculteur ou en tant que producteur, quelle doit être ma conduite quand ces agents-là viendront vers moi? Je voudrais d'abord leur dire que le travail que nous voulons faire, ce n'est pas à but fiscal. Ce n'est pas pour les imposer. Non. Donc, ils n'ont qu'à être rassurés de ce côté-là. Il n'y aura pas de taquet ou bien quelque chose après. Non. Donc, nous, on leur demande, lorsque les agents seront de dire ce qui est. Parce que quand vous donnez de fausses informations, nous, on va le prendre. Et on va travailler sur ça. Et ça va revenir sous forme d'action après. Et vous serez pénalisés. Ils seront pénalisés. Donc, on leur demande vraiment de réserver un accueil chaleureux à ces gens-là. Et de leur dire l'essentiel de ce qu'ils doivent dire. Mais lorsque les populations vont demander à ces enquêteurs à quoi mes données vont servir, que vont-ils répondre? Ouais. Vraiment, je crois que les populations ont le droit de savoir. Les populations ont le droit de savoir. Ils doivent savoir que dans un passé récent, lorsqu'on met un fonds en place, et on s'adresse aux producteurs d'igname, aux producteurs de riz, eh bien, tout le monde s'improvise en producteur de riz pour bénéficier de cet argent-là. Et ceux qui sont concernés sont écartés. Cette fois-ci, on a leur liste, on sait là où ils vivent. Tout est géoréférencé. Donc on sait que quand on parle de producteurs de riz, voilà ceux... On saura à qui s'adresser. Quand on parle de producteurs de coton, d'anacarde, d'ananas, de maïs. Désormais. Okay. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, les informations qu'ils auront, ça leur permettra d'affronter le marché. Parce qu'à partir de là, nous allons mettre en place un système SMS qui va les renseigner chaque fois sur l'évolution des prix sur les marchés. Et là, ils sauront là où ils vont s'adresser pour vendre leur production. Je crois que ça fait partie d'un des grands enjeux du recensement national de l'agriculture. Et demain, on va revenir sur le plateau. Mais avant de finir, j'aimerais rappeler, parce que je constate qu'il n'y a que du bien en tant que producteur, en tant qu'agriculteur, il n'y a que du bien à se faire enrôler, à se faire recenser pour le compte de ce recensement national agricole. Vous n'êtes pas agricultrice? Mais j'ai un petit espace chez moi quand même. Ah, donc vous serez également recensée? Oui. D'accord, Estelle Pazou. Donc, on va se retrouver encore demain pour parler du recensement national. Exactement, oui. Voilà, merci beaucoup. Merci également à vous, M. Adjavon, pour votre disponibilité, pour nous d'avoir apporté toutes ces informations sur le plateau. C'est moi de vous remercier. Merci. Bonne soirée à vous. Nous faisons notre devoir. On se revoit demain. À demain, oui. Toujours avec M. Adjavon? Oui, toujours avec lui. Ah, ok, c'est sur un plaisir. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour Monde Agricole. On va recevoir qui? Oui, on va recevoir la directrice nationale de la BRVM dans Autant Savoir pour parler encore emprunt obligataire. Emprunt obligataire, est-ce une source de blanchiment de capitaux? On va recevoir Madame Pauline Atiokpe tout à l'heure. Elle est directrice antenne nationale de la BRVM pour aborder le sujet. Mais d'abord, on suit ce reportage réalisé par Patrick Adjagboudjo sur le sujet. Entre l'emprunt obligataire et les prêts de la Banque mondiale, moi je choisirais volontiers l'emprunt obligataire. L'emprunt obligataire
un mode de placement de capitaux sécurisé à un taux d'intérêt fixe et rentable. Un mode souvent privilégié par les États pour mobiliser des ressources financières au profit du trésor public et diversifier les sources de financement. Parfois, on a de la liquidité, il faut tourner l'argent. Les plus riches aujourd'hui, ils placent l'argent et c'est l'argent qui travaille pour eux. L'État vient sur le marché financier et dit « j'ai besoin que vous m'empruntiez 100 millions ». En contrepartie, je vous donnerai 6% et je ne serai à même de payer avant 3 ans. Ça veut dire que vous allez prêter votre argent à l'État qui va le garder par devers lui pendant 3 ans. Et pendant tous ces 3 ans, selon ce que vous avez défini ensemble, l'État sera en train de vous verser 6% du montant que vous lui avez prêté. Un instrument financier pour fructifier l'épargne et booster les projets de développement. L'emprunt obligataire, en son principe, c'est une très belle opération. Et si un gouvernement, par exemple, revient à dire que je préfère faire de l'emprunt obligataire plutôt que recourir au prêt, c'est une très bonne opération que je conseillerais même aux particuliers. Et non seulement aux particuliers, mais aux PME, PMI. Les petites entreprises doivent voir en cette opération une bouffée d'oxygène. Sur le marché financier régional, pour lever des fonds, aucun État ne peut décider à lui seul de l'émission d'un emprunt obligataire. L'État doit avoir en amont le quitus du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, de la Bourse régionale des valeurs mobilières. 60 milliards de francs CFA, c'est le montant du dernier emprunt obligataire lancé par le Bénin sous la gouvernance du président Talon. Cet emprunt est la 5e expérience du Bénin sur le marché financier régional. C'est un marché financier qui est réglementé et qui a des règles, et les règles sont appliquées à tous ceux qui viennent sur le marché. Certes, l'État a 2 sources de financement, mais il a besoin aussi d'aller sur le marché financier pour lever des emprunts. On a demandé 150 milliards l'année dernière et on a obtenu près de 170 milliards. Et cette année, on a demandé 60 milliards. Moi, mon souhait est que l'État revienne encore l'année prochaine. Si l'émetteur de l'emprunt obligataire communique davantage sur l'utilité de cette opération, l'État gagnerait à mobiliser plus de ressources financières sur le marché financier régional. J'exhorte le gouvernement à communiquer davantage autour de ce qu'on appelle l'emprunt obligataire. Si elle est formée, si cette population est informée et formée à l'idée de ce que c'est que l'emprunt obligataire, je pense qu'on le comprendrait mieux, qu'il y aurait moins de critiques inutiles et qu'il y aura davantage d'engouement sur le marché financier chaque fois que l'État émet des obligations. Pour le compte de l'année 2018, les chiffres de l'opération d'emprunt obligataire lancée le 23 avril et clôturée le 22 mai dernier ne sont pas encore connus. Merci Patrick Adjabojou. Et on retrouve Pauline Attiokpe Rontondi, directrice de l'antenne nationale de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci, bonsoir. On vous retrouve donc sur le plateau pour approfondir les échanges, d'autant plus qu'on vous a eu à travers le reportage. Et vous disiez tantôt que votre souhait, c'est que l'État revienne l'année prochaine pour émettre encore un autre emprunt obligataire. Pendant que certaines personnes critiquent cette demande cette demande répétée de l'État. Pourquoi vous souhaitez qu'il revienne? Merci madame. Pour moi, je souhaite que l'État revienne parce que l'État a annoncé un projet de développement très ambitieux. Et pour réaliser ce projet, on a obligatoirement besoin de fonds. Et si on a un marché financier régional, il faut qu'on en profite. Il faut qu'on en profite et qu'on puisse aussi mobiliser l'épargne intérieure. C'est vrai, il y a les PTF qui viennent. Parce qu'il y a d'autres sources de financement. Il y a d'autres sources de financement parce que, bon, seul, on ne pourra pas financer nos projets de développement. Et puis, vous saviez, le programme d'action du gouvernement est un programme très ambitieux qui prend en compte tous les contours de développement de notre pays. Donc,
l'État doit revenir sur le marché. Le marché. Tout à fait. Pour quel avantage? Mais ça lui permet de mobiliser des ressources longues à des coûts vraiment moindres. C'est mieux que les prêts? Mais oui, mais quand vous avez l'opportunité de faire des emprunts chez vous, parce que bon, le marché, c'est un marché régional, et justement ce marché a été créé pour accompagner, soutenir le développement économique de nos pays. Donc le marché est là pour ça. Et si vous avez la possibilité de lever des fonds sur ce marché, autant le faire que de recourir aux prêts extérieurs. D'accord. Lorsqu'on parle de blanchiment de capitaux, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Bon, au niveau de l'emprunt obligatoire, on ne peut même pas parler de blanchiment de capitaux. Parce que là, on a un marché financier régional qui est bien réglementé. Et vous avez vu dans le reportage tout à l'heure, un monsieur qui disait que le dossier d'emprunt est d'abord étudié par l'organe suprême du marché, qui est le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, et qui étudie le dossier minutieusement et qui donne son avis. Donc, chaque emprunt qui se fait sur le marché a un avis, reçoit un visa du Conseil régional. Et tous les détails de l'emprunt sont énumérés. Donc, on ne peut même pas parler de blanchiment d'argent là. Et puis bon, quand l'État vient sur le marché, il y a un document qui est fait. Et dans ce document, on peut lire toutes les caractéristiques techniques de cet emprunt-là, les objectifs qui sont définis, tout est dedans. Et non seulement ça, bon, c'est des fonds qui doivent être remboursés parce que c'est des fonds qui ont été levés sur le marché financier. Oui. Et sur le marché, on a des règles qui garantissent la sécurité de ces fonds-là. Et par conséquent, ces fonds doivent être remboursés. Donc, ce n'est pas question de blanchiment d'argent. Donc, vous confirmez sur le plateau que émettre un emprunt obligataire ne sous-entend pas également un blanchiment de capitaux? Du tout pas, madame, du tout pas. D'accord. Oui. Mais quel rôle joue la BRVM dans tout ça? Oui, mais la BRVM est une structure centrale du marché financier régional. Donc, quand l'emprunt, d'abord, quand le dossier est visé par le conseil régional et que l'emprunt est levé, ce qui est encore bon, c'est que cet emprunt-là, cette obligation-là, sera cotée sur la bourse régionale des valeurs mobilières. Et qu'est-ce qu'il y a de bon? Oui, ce qui est bien, c'est que quand, par exemple, vous souscrivez à cet emprunt, vous souscrivez pour 1 million, et que 2 ans après, le dernier emprunt a une durée de vie de 5 ans. Si 2 ans après, vous avez besoin de fonds, vous pouvez revendre vos obligations sur le marché, à la bourse. Ok. Donc, à tout moment, vous pouvez revendre vos obligations et rentrer en possession de vos fonds. Et après, vous pouvez aussi revenir sur le marché pour acheter des obligations. Donc, c'est très bien pour le souscripteur. Il n'est pas enfermé, non. Il a acheté des titres, mais qui sont cotés sur le marché. Le marché. Oui. D'accord. Maintenant, vous, à travers le reportage, vous aviez dit tantôt que l'État, je crois bien, l'emprunt obligataire l'année passée, l'État a eu plus qu'il en a demandé. Oui, 150 milliards. On a eu 172 milliards. Oui. Mais c'est parce qu'on a appris dans le rang de la population. Il paraît que l'État n'a pas encore atteint l'objectif depuis ces nombreux emprunts obligataires émis. Mais bon, vous savez, dans la population, il y a des rumeurs qui ne sont pas toujours vraies, qui ne sont pas vérifiées. Voilà. Sinon, cet emprunt a donné un résultat de près de 172 milliards. Très satisfaisant. Et puis même, la cotation a été faite ici au Bénin.
au ministère des Finances. Donc, la cotation, c'est le jour où ce titre-là fait son entrée à la bourse. Et donc, à partir de ce jour-là, les obligations de cet emprunt peuvent être vendues comme achetées, à tout moment. D'accord. Et combien de fois doit-on émettre un emprunt obligataire, peut-être par année? Est-ce qu'il y a une périodicité? Il n'y a pas un nombre prévu, mais autant de fois que l'État en a besoin. Autant de fois. Il peut revenir sur le marché. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'État a un programme d'action très ambitieux. Notre fameux PAG. Oui. et donc, l'État a besoin de mobiliser davantage de ressources. Eh bien. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, déjà depuis ce lundi, on a commencé par aborder le sujet. On a eu un juriste d'affaires hier qui a dit que c'est bon également pour les PMI-PME. Il a également rappelé à travers le reportage. C'est effectivement le cas? Bon, pour les PMI, c'est vrai que bon, quand l'emprunt est lancé, toute personne physique ou morale peut souscrire. Donc les PMI, si elles ont des ressources, elles peuvent aussi souscrire. Mais maintenant, pour les emprunts, il faut savoir que ce ne sont pas les États seuls qui peuvent aller sur le marché pour lever des emprunts. Les PME, les entreprises aussi peuvent venir sur le marché pour lever des emprunts. Parce que dans le groupe cible des structures qui lèvent les emprunts, il y a les États, les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, et les entreprises qui sont dans le secteur public ou privé. Ou privé. Oui. D'accord. Donc, une PME qui remplit les conditions peut quand même venir sur le marché pour lever de fonds, puisque c'est levé à moindre coût et sur une longue durée. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous, Pauline Atiokpe Rontondi, directrice de l'antenne nationale de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Depuis ce lundi, mesdames et messieurs, on a commencé par aborder le sujet. Emprunt obligataire, je crois que vous en avez assez eu comme information. On a parlé de ses avantages. Est-ce que ça n'a pas d'inconvénients? Pas du tout. Bon. Parce que je viens de constater qu'on n'a pas parlé de ça, là. Bon, au fait, je peux dire que l'emprunt obligataire n'a pas d'inconvénients. D'abord, quand on prend le souscripteur, les avantages qu'il en tire, c'est que ce placement qu'il fait est très sécurisé, puisque toutes les dispositions sont prises pour que le remboursement intégral soit fait par l'émetteur. Et pour l'émetteur encore, bon, un souscripteur béninois plutôt, qui souscrit à cet emprunt-là, qui participe à cet emprunt, participe également au développement de son pays. Là, ce n'est que des avantages. Et pour l'État, ça lui permet de mobiliser des ressources intérieures, ce qui est très important. Oui. Emprunt obligataire, c'est bon et c'est bon. Tout simplement. Merci beaucoup, Madame Pauline Atiokpe Rontondi. Donc, on parlait avec vous de l'emprunt obligataire, source de blanchiment de capitaux. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Autant Savoir. Madame Atiokpe Rontondi, bon retour chez vous. Bonne soirée. Merci à vous pareillement. Merci. Je vous remercie. Et oui. Alors, mesdames et messieurs, nous allons à présent installer le plateau de l'Espère. Nous sommes avec Marcel Effon pour parler du vocabulaire dynamisant. Oui, un programme de changement est concocté par le coach pour nous aider à nous dépasser, à nous surpasser. Il nous donnera tous les détails. Ce qui est sûr, c'est l'acte d'aujourd'hui. Premier acte, on va revenir là-dessus. Alors, mon coach, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, heureux? Je vais très bien. Et vous? Toujours bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je me porte en parfaite santé, par la grâce de Dieu. Je travaille tous les jours pour me porter mieux. N'est-ce pas? Absolument. Alors, le vocabulaire dynamisant, un programme de changement est concocté pour les téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Oui, absolument. Il faut retenir en général que nous communiquons moins
avec nous-mêmes qu'avec notre environnement, qu'avec les autres autour de nous. Ce qui fait que c'est plus facile de se laisser impacter par l'environnement, par ce que les autres disent, par ce que les autres pensent de nous, que ce que nous pensons réellement de nous-mêmes et que ce que nous disons de nous-mêmes. Ce qui fait que dans la plupart du temps, les gens se retrouvent alors être le résultat en termes d'état d'esprit et d'émotion qu'ils laissent apparaître. Ils se retrouvent être le résultat de ce que les autres pensent d'eux plutôt que d'être le résultat de ce qu'ils pensent eux-mêmes d'eux-mêmes et les résultats qu'ils désirent avoir eux-mêmes. Ce qui nous a amené depuis quelques semaines maintenant, et bientôt quelques mois, alors à aborder les moyens et les outils qui s'offrent à toute personne qui veut prendre le contrôle de sa vie, qui veut devenir le maître de lui-même, alors et produire les résultats qu'il désire pour sa vie. Alors tous ces outils que nous partageons depuis quelques semaines, comme je le disais, ont pour but d'amener les uns et les autres, ceux qui nous suivent surtout, à reprendre contact avec eux-mêmes, à se poser les bonnes questions. Et comme vous l'auriez constaté, les gens, les peuples qui sont des peuples qui réussissent au mieux, c'est des peuples généralement que vous voyez, les gens sont parfois, nous l'appelons, par abus de langage, des gens imbus d'eux-mêmes. Mais c'est généralement des gens qui sont concentrés sur eux-mêmes, c'est des gens qui parlent beaucoup d'eux-mêmes, c'est des gens qui, devant toute situation, commencent d'abord à s'affirmer comme des vainqueurs, comme des gens qui ont gagné. Et on a tout le temps constaté que c'est des gens qui ont toujours le contrôle de leur vie, qui parviennent toujours à atteindre des objectifs qu'ils veulent. Et c'est ce que nous voulons inculquer à travers ce programme qu'on a démarré aux concitoyens, aux Béninois, aux gens qui nous suivent partout où ils sont, afin qu'ils puissent produire des résultats et être fiers d'eux. Vous imaginez par exemple que vous soyez content de vous, que vous sortez de votre maison, mais quelques minutes après, pour avoir rencontré des gens, pour avoir entendu des choses, pour avoir vu des choses, alors votre humeur change. Et à partir du moment où votre humeur change, alors c'est une suite d'actions qui se posent. Vous commencez à agir comme quelqu'un qui ne se sent pas bien, comme quelqu'un qui n'est pas en de bonnes situations. Et du coup, à la fin de la journée, vous résumez, j'ai passé une journée qui n'est pas celle que je désirais, une journée pas bien. Donc, on voudrait rappeler à ceux qui nous suivent en ce moment que l'objectif de l'apprentissage du vocabulaire transformationnel rentre en alignement avec ceux qui ont désiré de changer, ceux qui veulent avoir un autre résultat, ceux qui ne veulent pas rester où ils sont. Partout aujourd'hui, dans notre environnement, lorsque tu passes, beaucoup de personnes te disent « mais écoute, les temps sont durs, il faut serrer la ceinture, les revenus sont plus ce que c'était avant ». Mais dans le même environnement, il y a des gens que vous rencontrez qui, par drôle de chance, vous disent « mais c'est maintenant que les affaires marchent pour moi ». OK ? Alors, je m'amuse à poser la question, mais comment se fait-il que dans un même environnement où d'autres personnes commencent à se sentir mieux, d'autres se plaignent que les choses vont à décrescendo. Alors, tout part de où est-ce que tu as envie de te situer et quelle philosophie tu as besoin d'acheter et comment est-ce que tu achètes la philosophie. Et je vais donner un exemple tout simple mais banal. J'ai travaillé avec un partenaire qui a sollicité librement d'être coaché, par exemple, sur sa carrière afin de pouvoir, après plusieurs années, par exemple, de travail, de voir d'autres horizons. Mais à un moment donné, lorsqu'on se retrouve dans notre séance de travail, et quand elle commence à décrire alors ce qu'elle vit, et elle commence doucement à utiliser les expressions que son patron utilise pour la traiter. Oui, tu es incapable, tu n'arrives plus à vraiment tenir le poste. Il y a beaucoup de reports. Que de propos négatifs à son égard. Donc, quand vous la voyez, quand elle commence à répéter ce que son patron dit et la manière dont son patron est en train de l'humilier à longueur de journée, et quand elle commence à décrire ça, vous la voyez progressivement partir de quelqu'un qui, moralement fort pour rencontrer son coach et pouvoir subvenir alors ou résoudre ce problème, mais commence à évoluer à décrescendo. Son moral commence à descendre, à tomber. Et par finir, tu vois la même personne qui a pris sa voiture, parti de chez lui, venir te voir dans son bureau, tu le vois complètement démoralisé. Parce qu'elle était en train de décrire une situation, une scène qu'elle a recommencé à revivre. Et de quelqu'un super motivé pour produire du résultat à partir de chez lui pour le bureau du coach, alors il devient quelqu'un déprimé et commence à couler des larmes. Mais la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous êtes parti de votre maison avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie pour repartir avec plein d'outils pour changer alors votre carrière aussi préoccupante pour toi? Qu'est-ce qui a pu se passer? Un peu de temps bien sûr dans le bureau du coach, mais ce qui s'est passé est que
elle s'est replongée dans des émotions négatives. Elle a recréé alors un chemin qui n'est pas un chemin qui dynamise ses énergies. Au contraire, elle a créé un chemin alors qui diminue ses énergies. Et c'est la pratique que nous faisons tous les jours face à diverses situations face desquelles nous nous retrouvons. Voilà, plutôt que d'utiliser des expressions et des mots qui décrivent l'état parfait que nous recherchons, alors puisque c'est plus facile pour nous de décrire émotionnellement ce que nous ne voulons pas mais qui se passe en ce moment, alors on a beaucoup plus de facilité à aller vers cette description. Mais ce que fait cette description en réalité, elle ne fait que diminuer notre énergie. Elle donc, ne fait si je comprends bien, on pense de vous que vous êtes nul, mais vaut mieux pour vous que vous dites « je ne suis pas nul », c'est cela? Oui, mais plutôt que vous décrivez comment est-ce que votre patron vous trouve nul, vous trouve incapable, vous trouve vraiment sans capacité à pouvoir assumer le poste, commencez à vous poser là, à vous dire « mais comment est-ce que je fais? Quels sont les outils dont j'ai besoin alors pour que mon patron, plutôt que de parler de moi tel qu'il parle maintenant, commence à me voir comme quelqu'un opportun, comme une opportunité pour l'affaire ou pour le business dans lequel nous nous trouvons. Tout le jeu se retrouve là. Nous avons la facilité à décrire, à montrer, et nous avons tellement d'expressions, tellement d'aisance à montrer ce qui ne va pas ou ce que les autres pensent de nous de négatif, plutôt que de commencer alors à dire, à affirmer ce que nous voulons avoir. Le vocabulaire transformationnel voudrait, plutôt que nous nous concentrons sur les faits ou ce que l'environnement rejette sur nous, mais il veut plutôt que nous commençons à parler de nous. Il veut que nous commençons à affirmer celui que nous avons envie d'être. J'ai tout le temps parlé du rêve américain. Un Américain peut se lever et dire je galère, je dèche aujourd'hui, désolé pour les expressions, mais dans quelques années, je suis convaincu que j'aurai des millions de dollars sur mon compte, et il écrit la date. Et à force de dire cela, comme je vous l'ai dit, le cerveau adore le plaisir, il adore le loisir et il fuit alors la douleur. Donc quand il a réussi à décrire une image positive alors de son avenir, il commence à jubiler. Vous imaginez qu'il jubile, qu'il est content, qu'il est en joie, alors quelles que soient les difficultés en face desquelles il se retrouve, il a de l'énergie pour pouvoir les affronter. Mais est-ce qu'il suffit de se dire, bon, le 10 janvier peut-être prochain, le 10 janvier de l'année prochaine, je serai milliardaire et rester les bras croisés et le 10 janvier vient, vous êtes milliardaire? Non, je dis aux gens, il faut être réaliste. Vous ne pouvez pas décider d'être milliardaire avec des expressions et des mots, alors que le chemin que vous mettez en place ne pourra pas faire de vous un milliardaire. Mais tout commence d'abord à partir de l'état d'esprit, de l'enthousiasme que vous créez. Il y a des états d'esprit qui vous diminuent l'énergie que vous avez. Mais il y en a d'autres, en fait, qui vous donnent de l'énergie. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, un enfant qui réclame un jouet, alors, et que son père reste devant lui, et tout gaillard, en train de lui dire, écoute, va te coucher, tu n'as pas droit à avoir un jouet ce soir, il est l'heure de se coucher, sinon je vais te chicoter. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le même papa s'abaisse, se met au même niveau de l'enfant, commence à le regarder dans les yeux en lui souriant, écoute chérie, il fait mieux de dormir plutôt que de jouer à l'heure là. Tu ne penses pas? Alors, c'est l'émotion positive que ce parent utilise pour communiquer avec cet enfant qui crée un état ou un subconscient positif de joie et qui amène l'enfant qui pensait déjà à son jouet ou à ses jeux pour être content, commence à retrouver la joie, le plaisir qu'il pouvait trouver avec ces jeux-là, tout de suite avec son papa qui n'a pas eu le temps de lui mettre à disposition ces jeux. Donc à force de le regarder avec beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, mais au même niveau que lui, en le regardant les yeux dans les yeux, en lui communiquant l'enthousiasme, la joie, plutôt que d'aller le chercher avec les jouets, il commence à en jubiler parce que c'est plus mieux pour lui alors d'être content avec son papa maintenant plutôt que de vivre dans le futur. Donc on peut faire ces petits exercices-là pour reprendre le contrôle de nos journées, reprendre le contrôle des situations que nous vivons, mais surtout alors être le maître, le propriétaire des chemins que nous avons en face de nous. Et je pense qu'à cette condition, les gens ont la facilité, pourquoi pas, de reprendre le contrôle et de produire des résultats comme ils le désirent. D'accord. On va poursuivre tout à l'heure. Nos échanges très intéressants sur comment dynamiser notre journée. Et après avoir suivi le journal, il est 19h45, mesdames et messieurs, le journal avec Nadège Sané.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du soir. Voici les titres de ce journal. La tarification au niveau des ponts, péages et pesages passe du simple au double, une augmentation diversement appréciée par les usagers. À suivre les raisons qui soutiennent cette décision du gouvernement dans cette édition. Donner du sang pour sauver des vies humaines, la demande est forte en saison des pluies. Pour éviter la rareté en poche de sang, une campagne de sensibilisation et de don de sang est organisée depuis ce week-end. Mois de la culture béninoise à Lomé, la première édition de l'événement se tiendra en octobre prochain. Les organisateurs en parlent dans ce journal. Depuis le 1er juillet 2018, les tarifs actuellement appliqués au niveau des postes de péage et de pesage ont connu une augmentation. Quelques chauffeurs et clients rencontrés se prononcent. Ils sont au micro de Donatien Falola et Lazare Migan. Nous ne sommes pas du tout contents au niveau de ce qu'on vient de faire au péage d'Ekbé et péage de Ouida jusqu'à péage d'Ilakonyi. Nous ne sommes pas du tout contents. Donc le gouvernement n'a qu'à faire tout possible pour voir nos syndicats, pour qu'ils s'entendent, pour encore revoir le taux qu'on vient de payer. Nous, les transports routiers, on devait faire un avertissement au moins d'une semaine ou bien de 2 semaines en plus qu'il y aura, à partir de telle date, il y aura une augmentation du pont péage et du pont péage. On ne nous a rien informé. Nous avons quitté depuis Lomé. On a payé 300 francs chez nous à Lomé le péage. Et arrivé, on va faire la formalité à la frontière, arrivé à Grand Popo, et on nous dit maintenant que le tarif est maintenant à 400 francs. Les cas ont maintenu le prix à 500 francs. Vous voyez. Raison pour laquelle je suis en train de me plaindre, je suis en train de faire un plaidoyer auprès du chef de l'État pour qu'il puisse revoir le prix de 150 francs à 200 francs, ça va. Mais à 300 francs, vous voyez. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de clients. Nous avons appris à la radio qu'il y a une augmentation au niveau des péages et pesages. Malgré cela, les chauffeurs n'ont pas augmenté les frais de transport. Qu'est-ce qui explique la revue à la hausse de ces droits des passagers au niveau des postes de péage et de pesage? Le directeur général des infrastructures donne ici des éclaircissements nécessaires pour mieux comprendre la décision. Il est au micro de Jules Akeuiko et Roch Akeuino. La mauvaise exploitation de la route a fait que plusieurs partenaires techniques et financiers qui mettaient la main à la poche pour accompagner le Bénin dans la construction et l'entretien des routes se sont retirés progressivement. Donc c'est maintenant le gouvernement a dit il faut quand même, on ne peut pas laisser la route comme ça. Il faut entretenir ces routes-là. Aujourd'hui, avec les ressources que nous collectons au niveau des péages, pour un besoin annuel estimé à plus de 10 milliards de francs CFA, nous n'arrivons à collecter sur les péages qu'un maximum de 3 milliards de francs CFA. Donc avec ces ressources-là, le Bénin n'est plus en mesure de faire face à l'entretien routier. Nous avons fait des études pour dire, avec le coût de la vie, à combien on doit mettre ces droits de passage. Ce que nous avons trouvé comme résultat, lorsque nous sommes allés le présenter au président de la République pour dire, bon, on doit passer des montants actuels à leur quadruple, c'est-à-dire au niveau du poste de péage d'Ekbé, on devrait passer de 150 à 600 francs. Là où on est à 500, à 2000, le chef de l'État a dit, moi je ne peux pas vous accompagner dans cela. Les 4 fois que vous dites là, allez revoir votre copie. Nous avons entrepris
de rencontrer les associations des transporteurs, des chargeurs et des consommateurs. Et on leur a annoncé que nous devrions passer du simple au quadruple. Ils ont tollé général. On dit 4 fois, c'est trop. Il faut que ça soit progressif. C'est eux-mêmes qui ont fait la proposition d'une augmentation progressive. Et donc, on a dit, au lieu d'aller à 4 fois, nous commençons par 2 fois. Le nombre de malades nécessitant l'utilisation d'une thérapeutique transfusionnelle est en forte demande en cette saison pluvieuse. Une organisation pour l'aide à la santé a organisé une campagne de sensibilisation et de don de sang. C'était le samedi dernier à la place du Souvenir à Cotonou. Louis Koudogbo et Fallon Azilo nous donnent plus de détails à travers ce reportage présenté par Marcel Arossi. Nous sommes en saison pluvieuse. Qui dit saison pluvieuse dit prolifération des moustiques. Qui dit moustique dit paludisme grave. Don de sang, don de vie. C'est une action humanitaire qui sauve tous les jours des vies humaines. Mais le besoin n'est jamais totalement satisfait. Le don de sang, en fait, c'est l'acte qui consiste à donner de son sang pour participer à sauver une vie. Participer à contribuer en fait à sauver une vie, à venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin de sang. Nous avons pris l'initiative de faire une collecte de sang parce qu'on a remarqué quand même que le besoin de sang dans nos hôpitaux était quand même présent. Nous avons pour objectif d'apporter un soutien en fait à nos banques de sang qui sont dans le manque actuellement. Ne donne pas de sang qui veut, mais qui peut. Lorsque les gens arrivent, ils sont accueillis au stand d'accueil où ils remplissent un formulaire de présence. Ensuite, ils passent à l'entretien pré-don où on leur pose un certain nombre de questions préliminaires pour déjà pouvoir déterminer s'ils sont aptes à donner ou non. Vous comprendrez que si quelqu'un admet lui-même avoir eu par exemple des rapports non protégés dans les jours précédents, d'office, il ne va pas plus loin dans l'opération. Si quelqu'un réussit à l'entretien pré-don, il passe ensuite au prélèvement. Après le prélèvement, il passe à la collation où on offre un petit rafraîchissement et un petit sandwich pour pouvoir redonner de la vigueur, de la vitalité. Avant leur mise à disposition, ces dons de sang sont soumis à d'autres tests. Ces poches de sang que nous allons recueillir aujourd'hui seront analysées et vont subir une batterie de tests qui vont pouvoir juger si oui ou non les poches sont susceptibles pour être transfusées à d'autres personnes. Elles vont aller à la banque de sang de l'OMEL et du CNHU. Nous sommes en co-organisation avec l'application Vital, qui est une application de don de sang qui sera bientôt disponible sur les différentes plateformes de téléchargement. Et avec la NTS, l'Agence nationale de transfusion sanguine. Ces personnes de bonne volonté invitent d'autres à faire pareil pour sauver, eux aussi, des vies humaines. Il faut qu'il y ait du sang dans les banques de sang. Donc pour qu'il y ait du sang dans les banques de sang, il faut qu'il y ait des dons de sang. Donc j'exhorte vraiment la population à venir donner le sang. Promouvoir la culture béninoise à l'étranger est un moyen de renforcement des liens entre les différents peuples. Dans cette optique, un festival a été initié et se tiendra à Lomé au mois d'octobre 2018 afin de mettre en exergue le patrimoine culturel béninois. Amitié Sagudi et Jennifer Sativi pour plus de précisions. Chants et danses traditionnelles, œuvres cinématographiques, œuvres littéraires ou encore œuvres d'art, voilà autant d'atouts qui font la richesse du patrimoine culturel béninois. Une diversité culturelle qui pourtant reste voilée. Pour sa promotion, il a été initié le mois de la culture béninoise à Lomé. Le Bénin a une charte culturelle qui date de 25 février 1991. Et cette charte dispose au nombre de ses objectifs et plus particulièrement au point F que la charte qu'elle vise à réaliser l'intégration culturelle nationale par la promotion des échanges culturels interrégionaux. À Lomé, on a une forte communauté béninoise dans un contexte où les relations bilatérales entre les deux pays sont séculaires. Tout le mois d'octobre 2018, de programmer différentes activités de promotion des artistes béninois et de diffusion des œuvres artistiques béninoises dans la capitale congolaise. Il s'agira également de créer des échanges entre les artistes
béninois et togolais afin de valoriser le dialogue des cultures des deux pays qui entretiennent des relations séculaires. Pour cette première édition du dit festival, différentes activités seront effectuées. Nous avons prévu au total de 9 activités, une exposition d'art qui va réunir 2 plasticiens du Bénin et un plasticien du Togo. Donc pour nous, ça fait partie des activités d'intégration. On a des activités d'intégration avec des artistes des deux pays et des activités de promotion de la culture béninoise. Après, il y a une conférence publique sur le thème du festival qui est la place de la diplomatie culturelle dans les relations bilatérales entre le Bénin et le Togo. Et cette conférence va être animée par les ministres de la culture des deux pays et les ministres des Affaires étrangères si possible. Il y a un appel à candidature qui a été lancé du 1er au 30 juin passé, qui nous a permis de recevoir au total 58 dossiers, toutes catégories confondues, provenant de 4 pays africains. Plus précisément, nous avons reçu 55 dossiers du Bénin, un dossier de la Côte d'Ivoire, un dossier du Sénégal et un dossier du Mali. Pour l'heure, les travaux de sélection pour les différents dossiers sont en cours. Les résultats seront rendus publics le 3 août prochain à Lomé. L'effondrement de la valeur en dollars américains du Bitcoin et de l'Ethereum se poursuit après des pics de valeur record atteints en fin 2017. Un espoir qui s'envole peut-être pour les défenseurs de cette solution africaine. Plusieurs acteurs économiques de la région avaient pourtant caressé le doux rêve de voir les crypto-monnaies et la technologie de sécurisation du blockchain devenir des alternatives aux monnaies nationales, notamment le CFA. La Tanzanie va bénéficier de 350 millions de dollars de la part de la Banque mondiale pour mettre en œuvre des projets d'adduction d'eau. Selon les informations reçues, ce nouveau projet devrait permettre d'améliorer l'accès à l'eau dans le pays et de mettre en place des installations sanitaires performantes. 17 régions administratives du pays devraient être couvertes par le programme et près de 3 millions de personnes devraient en bénéficier. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Merci à vous, Nadège Sani, pour la présentation du 1945. Alors, coach Marcel Effon, vous nous donniez quelques astuces. Alors, quelques astuces aujourd'hui. Oui, un vocabulaire dynamisant. Oui, pour un vocabulaire dynamisant ou une manière de reprendre le contrôle des situations face de soi-même. Une première étape que nous partageons avec les gens aujourd'hui pour se rendre compte de est-ce que je suis en train d'utiliser les bonnes expressions ou non. La première chose, c'est qu'il faut prendre conscience, par exemple, de la manière dont on communique avec les autres. La manière dont vous communiquez avec les autres vous permet en réalité de savoir est-ce que vous êtes en train d'utiliser des expressions, des mots, un état d'esprit qui crée davantage d'énergie ou plutôt qui en diminue. Vous allez retrouver ça, et on l'a dit la semaine dernière avec les téléspectateurs qui nous ont suivis. Oui. On leur a montré, par exemple, lorsque vous commencez à parler avec quelqu'un, il faut voir quels sont les mots que vous utilisez. Est-ce que vous décrivez, par exemple, les faits dans leur négativité? Il y en a qui ont la facilité, par exemple, de zoomer, d'utiliser des expressions qui zooment, qui agrandissent sur le négatif. Comme par exemple, un enfant malade, on l'a dit la dernière fois, pour décrire la maladie d'un enfant, on utilise tellement des expressions grotesques pour montrer que l'enfant ne va pas du tout bien. Plutôt qu'on peut dire, mais j'aurais aimé par exemple que cet enfant se porte mieux et qu'il mange par exemple 3 fois dans la journée et qu'il s'amuse à longueur de la journée comme d'habitude, mais j'ai comme impression qu'il n'est pas en train de faire exactement la même chose. Quand vous parlez comme ça à quelqu'un, la personne comprend que votre enfant n'est pas d'appoint, votre enfant n'a pas l'énergie ou votre enfant est simplement malade. Mais c'est mieux que, par exemple, de commencer à décrire l'état de votre enfant comme « oui, il n'a pas mangé depuis 3 jours, il est en train de vomir, il a fait les selles déjà 10 fois, sincèrement, je suis démoralisé, je suis déprimé. Si tu me vois, même en ce moment, vraiment, rien ne va. » Punaise, qu'est-ce qui ne va? Votre enfant est malade, un point barre. Donc, il faut apprendre aux gens, à partir de vous-même, il faut apprendre aux gens à décrire les choses avec la simplicité, surtout les choses négatives. Ok? Il ne sert à rien de zoomer davantage. Ça ne résout même pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Mais au contraire, ça crée un état négatif qui conditionne votre cerveau
à dire que rien ne va. Et quelqu'un qui déjà réussit à se convaincre que rien ne va, cette personne est dans la trouille. Cette personne n'est pas dans la capacité de pratiquer l'introspection, c'est-à-dire de choisir les bonnes solutions parmi les milliers de solutions que le cerveau nous offre. Donc, première condition. Deuxième condition pour contrôler votre vocabulaire, il faut identifier par exemple le vocabulaire limitatif que vous utilisez, celui dynamisant comme je l'ai dit. Il faut l'identifier, il faut même l'écrire. Il y a des gens qui ont besoin de porter sur eux par exemple un bloc-notes. À chaque fois qu'ils parlent, ils posent la question aux gens dans leur environnement. Est-ce que tu penses que ce que je viens de dire tout à l'heure, j'ai utilisé des expressions négatives plus que des expressions positives? Il faut utiliser l'environnement à profit. Votre partenaire, si vous vivez en famille, vos enfants, vos collègues de travail, je suis en train de faire un travail sur moi-même. Je voudrais changer ma manière de penser. Je voudrais avoir beaucoup plus d'énergie, je voudrais être plus énergique, je voudrais vraiment être content de moi-même, je voudrais partager la joie et le bonheur partout où je passe. Alors, je voudrais que tu puisses me dire à chaque fois que je parle, à chaque fois que j'interviens, si j'ai utilisé plus d'expressions négatives ou plus d'expressions positives. En comptant bien sûr que les mots et les expressions négatives que vous utilisez alors ont de l'impact sur l'énergie dont vous disposez. Et c'est grâce à cette énergie, grâce à cette énergie, vous produisez du résultat. Quand vous ne l'avez pas, vous devenez simplement une victime de toute situation. Quelle que soit la situation, vous devenez un simple victime. Mais là, coach, allez-y. Je dirais même que ceux qui ont beaucoup plus besoin d'un changement, d'un vocabulaire dynamisant, c'est également les agents de santé, les médecins. Parce que là, pour présenter le diagnostic aux malades, il y a certains thèmes que certains agents de santé emploient. Non, mais vous-même, vous avez déjà peur de ce dont vous souffrez, quoi. Même si ça ne va pas vous tuer tout de suite, vous dites que ben, je suis à terre déjà. On va recevoir en fait une sage-femme, juriste, tout à l'heure après vous, pour nous parler des droits et devoirs des patients. Les patients ont également droit à des informations dans un vocabulaire dynamisant, n'est-ce pas? Absolument. Avant que vous le receviez, si vous le permettez, en une minute. Très rapidement. Oui, je voudrais dire... En 2 secondes. Oui, en 2 secondes, mais avant que nous allions voir le médecin, c'est qu'on a dû se rendre suffisamment malade nous-mêmes. N'est-ce pas? Il faut qu'on commence d'abord à se guérir à la maison. Il se peut que le médecin ou l'agent de santé ou la sage-femme, par maladresse, ne comprennent pas qu'il avait besoin ou qu'elle avait besoin de commencer à vous guérir à travers son vocabulaire avant de vous donner le médicament. Donc, il faut commencer à se guérir depuis la maison avant d'aller à l'hôpital. D'accord. Merci beaucoup, coach Marcel Effon. Vous êtes coach en leadership et développement personnel. Avec vous, on parlait du vocabulaire dynamisant. Acte 2. Il y aura certainement un acte 3. On aura la semaine prochaine. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Esper. On va recevoir ici même, après Marcel Effon, Madame Annick Nonoou. Elle est sage-femme juriste pour parler, comme je le disais, des droits et devoirs des patients. Nature et bien-être, tout de suite. Alors, votre santé nous est chère sur le grand rendez-vous, mesdames et messieurs. Votre santé est notre priorité. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Annick Nonoou. Elle est sage-femme juriste pour parler des droits et devoirs des patients. Et oui, on ne va pas parler de maladie aujourd'hui, mais plutôt de vos droits et devoirs, mesdames et messieurs. Alors, on va suivre ce reportage réalisé par Peggy Bagidi sur le sujet. On aura quelques informations déjà sur les droits et devoirs des patients avant d'avoir l'experte en la matière. À tout à l'heure. Se soigner, c'est l'un des 5 besoins fondamentaux de l'homme. Chez les malades reçus au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, plus qu'un besoin, c'est un droit. Ils m'ont vite prise en charge. Elles ont été très aimables avec moi. Quand le soigné ou bien le patient connaît ses devoirs et que le soignant aussi connaît le droit des patients, je crois que ce serait maintenant un partenariat entre les soignants et les patients. Il y aura une relation vraiment soignant-soigné qui serait dans une harmonie, une ambiance humaine. Mais force est de constater dans la plupart des hôpitaux que les droits des patients sont souvent violés par certains agents de santé. Très souvent, nous blessons verbalement sans le savoir. Et très souvent, nous méprisons les droits de ces patients-là, de nos clients. Bon, d'autres le font aussi sciemment. Car je prends l'exemple d'une femme qui vient accoucher et
déjà l'aide-soignante qui doit l'accueillir, l'installer sur la table roulante pour l'amener, je veux parler du brancard, pour l'amener vers la salle d'accouchement, mais qui commence par lui dire, c'est quoi? C'est une maladie la grossesse? Marche, hein? Mais si tu ne marches pas, ça fait ton affaire. Les membres du réseau Amis des patients du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire se sont réunis pour sensibiliser leurs pairs agents de santé sur les droits des patients. Nous nous sommes engagés maintenant à faire connaître ces droits à ces patients et à les respecter nous-mêmes afin que plus jamais dans les hôpitaux, nous n'ayons que les clientes et les clients n'aient plus à se plaindre de nous. La relation agent de santé patient-client se veut désormais être un partenariat. Violences faites aux patientes dans les établissements de santé, comment les éradiquer d'ici 2025? La réponse a été apportée au cours de ces échanges entre usagers de centres hospitaliers, universitaires, de la mère et de l'enfant, Lagune. Guy Baguidi était donc du côté du CHUMEL de Cotonou, où on abordait un sujet sur le droit des patients. On retrouve sur ce plateau Madame Annick Nonoou, sage-femme, pour parler de la protection des droits des patients. Parce que les patients ont droit à un certain nombre de choses. On l'ignore, même moi qui suis ici, je l'ignore. Mais l'experte est là pour nous donner les détails. Madame Nonoou, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Merci d'être avec nous. C'est gratuit. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de la protection des droits des patients, qu'est-ce qu'on peut y retenir? Oui, lorsqu'on parle de la protection des droits des patients, ce qu'il faut retenir, c'est le fait d'implémenter la démocratie sanitaire dans les établissements. La démocratie sanitaire, c'est-à-dire? Dans les établissements de santé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on était dans les modèles de soins qu'on appelle modèle terroriste ou modèle paternaliste des soins, où c'est le médecin ou le soignant qui décide tout à la place du malade. Mais on voudrait que les choses évoluent. Depuis plus de 50 ans, avec tous les efforts fournis, les indicateurs stationnent, donc les taux de mortalité demeurent élevés. On a constaté alors, selon les expériences de certains pays comme le Japon, le Maroc, avec l'humanisation des soins, c'est-à-dire l'adoption du modèle humaniste des soins, que les choses ont changé et que les mortalités ont été totalement réduites. Si nous prenons l'exemple du Maroc, en 2001, ils étaient à 225 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Mais en 2011, avec l'implémentation de la démocratie sanitaire, ils sont revenus à 112 décès. Et si nous prenons aussi le Japon, qui a eu à traverser des catastrophes et autres, qui sont pires que ce que nous vivons dans nos pays, avec la prise de décision d'implémenter la démocratie sanitaire, ils étaient à 6 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2014 et actuellement ils sont passés à peine à 2. Nous voulons alors les imiter pour implémenter la démocratie sanitaire. Qu'est-ce qu'on appelle démocratie sanitaire? Mais déjà, vous avez donné des chiffres du Japon et autres, mais dans notre pays. On est à 397 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes selon l'EDS 2006. Mais l'EDS récent montre que nous sommes à 347, on n'a pas beaucoup bougé. Mais si nous faisons la promotion de l'humanisation des soins, la protection des droits des patients, sans investir assez de fonds, on pourra atteindre les objectifs. Parce que les problèmes sont beaucoup plus liés à nos comportements. Tout à fait. Il faut développer les bonnes pratiques. Et donc, j'étais en train de parler de la démocratie sanitaire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre simplement de la démocratie sanitaire? C'est le fait de passer le pouvoir des soignants à la communauté, sinon aux patients et à leur famille. Reconnaître maintenant que ce n'est plus le soignant qui décide à la place du patient, mais le patient est co-soignant de sa santé. Il est co-acteur, il décide, il participe à tous les niveaux donnés. Et si vous appliquez ça, on dira que vous êtes en train d'appliquer la démocratie sanitaire. Donc, si on va faire une pratique là c'est que le patient ou le soignant, avant d'administrer quelque médicament que ce soit, ou quelque traitement que ce soit, disons, quel que soit l'acte qu'il veut poser il doit demander l'avis du patient, lui expliquer beaucoup de choses. Le patient fait un choix éclairé en tenant compte des explications qu'on lui donne et il dit ce qu'il préfère. Donc, on se base sur la préférence des patients, que de les traiter comme des objets. Ils ne seront plus des objets de soins. On ne va plus donc assister au fait que, bon, on vient, on dit, milile.
Donner d'eau et puis pouf, on vous pique quoi. On ne sait pas ce qu'on met. C'est le modèle paternaliste qu'on est en train de bannir. Il faudrait qu'on instaure désormais le modèle humaniste des soins. Humaniste, ok. Nous y attelons et je pense que ça prend quand même de la mesure. Oui. Et où en sommes-nous dans notre pays? Est-ce que c'est déjà en pratique dans nos hôpitaux? Je dirais oui. Dans certains hôpitaux, si je prends le mien, qui est le Chumel, le Chumel a été certifié depuis 2005 et nous sommes dans la démarche qualité. On ne peut pas faire la démarche qualité sans tenir compte de la satisfaction des patients. Et si vous voulez tenir compte de la satisfaction des patients, vous êtes obligé d'utiliser ou d'exploiter la voix des usagers. Et quand on parle de voix des usagers, qu'est-ce qu'on met dedans? Il y a les préférences, il y a leur choix, il y a les frustrations, il y a les plaintes. Donc, il faut savoir si le patient est satisfait ou non. Quand il est satisfait, on regarde qu'est-ce qui a fait qu'il est satisfait. Et là, il faut promouvoir ces actes qui font que le patient est satisfait. Maintenant, les motifs d'insatisfaction, il faut les éradiquer, il faut les éliminer afin d'accroître le taux de satisfaction des usagers. Et je pense qu'à OMEL, nous sommes en train de le faire parce que nous avons mis beaucoup de choses en place. On dispose même d'un comité de protection des droits des patients et de promotion de l'humanisation des soins depuis le 29 septembre 2015, où nous siégeons tous les 2 mois, rien que pour évaluer le niveau de satisfaction, de faire le point des violences subies et qu'est-ce qu'il faut, les axes d'amélioration, qu'est-ce qu'il faut éradiquer. Et quels résultats avez-vous? Est-ce que les patients sont réellement satisfaits? Je ne dirais pas que tous les patients sont satisfaits. Est-ce que l'image qu'on avait de l'OMEL a changé? Dans un hôpital, un état de lieu où tous les patients sont satisfaits. Mais c'est qu'il faut s'exercer, il faut tout mettre en œuvre pour réduire les taux d'insatisfaction. Parce qu'on est en démarche continue d'amélioration de la qualité. Donc, l'exemple que je peux donner, je peux prendre l'exemple de 2016, où nous avons eu plus de 2000 plaintes. Mais avec le système mis en place, en 2017, nous avons fait le point, on est à 1048. Donc, on peut quand même se frotter les mains, même si ce n'est pas encore ce qu'on souhaite, mais on s'y attelle. Parce que nous avons instauré des registres et nous avons impliqué tous les acteurs. Vous savez que souvent, dans les autres systèmes de santé africains, on ne considère pas l'aide-soignant, on ne considère pas trop l'infirmier, on se base beaucoup plus sur les médecins et parfois sur les sages-femmes. Or, nous sommes dans un maillon où tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde doit être impliqué si on veut avoir de bons résultats. Et quand on va même dans les centres de santé ou même dans les hôpitaux, le personnel qu'on a la chance de beaucoup plus rencontrer, ce sont les aides-soignants. Donc, nous avons impliqué tout le monde. On a mis en place des groupes de travail. Donc, dans le comité, il y a le groupe de travail des médecins, dont le président, c'est le docteur Akondé Noé, qui est au Chumel en néonatologie. C'est lui qui préside le groupe de travail des médecins. Nous avons le groupe de travail des sages-femmes, présidé par celle qui est responsable de l'accouchement humanisé. Nous avons le groupe de travail des infirmiers, qui est présidé par celle qui gère la division gestion des maladies et statistiques, Imourou Raliat. Et nous avons le groupe de travail des aides-soignants, présidé par M. Bakpé, qui est aide-soignant et qui intervient dans l'hôpital. Donc, avec ces différents groupes de travail, chacun fournit l'effort, voit les écarts, parce que quand les plaintes arrivent, on regarde qui est indexé. S'il s'agit d'un médecin, c'est le docteur Akondé Noé qui gère. S'il s'agit d'une sage-femme, c'est celle qui est responsable, ainsi de suite. Et nous avons vu qu'avec ce système, quand même, les gens n'aimeraient pas que lors des réunions, qu'ils soient chaque fois doigtés ou qu'on dise c'est tel ou tel secteur qui induit assez de violence sur les patients. Donc là, l'obligation de résultat positif. Bien sûr. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. On a choisi quelques hôpitaux. Nous avons pris le CHUZ à Bomé-Calavi où on a déjà fait une formation en février dernier, les 13 et 14 février plus précisément, avec l'appui de fonds de la JICA, disons des Japonais, où nous leur avons inculqué les mêmes choses. Parce qu'on a mis à profit les anciens stagiaires du Japon. On a bénéficié de cette bourse. Nous sommes allés voir comment ils font. On a le devoir, on a l'obligation de dupliquer les bonnes pratiques. Alors là, dans les centres où il y a les anciens stagiaires, nous collaborons beaucoup. Et on a programmé aussi d'autres centres, tels que le CHU Sourou-Léré, la maternité à Elawadje, la maternité Missessin et beaucoup d'autres centres. Et vous pensez que les agents de santé entrent dans la danse? Oui, bien sûr. Vous savez, lors de nos formations, les gens n'ont pas trop mis l'accent sur... D'abord, on ne nous a pas formés sur la démocratie sanitaire. On a été formés au modèle terroriste ou paternaliste de soins.
Maintenant qu'on a constaté que ce modèle a beaucoup d'impact négatif sur la santé de la communauté, on est en train de faire une mutation vers le modèle humaniste. Donc c'est lors des formations continues qu'on essaie d'expliquer aux gens que ce que nous faisons, ce sont des infractions. En réalité, nous avons des comportements négatifs, mais nous ne le savons pas. Il faut être informé avant de le savoir. Si je prends l'exemple de la visite où on dit « Ah non, sortez, les parents n'ont qu'à sortir, le médecin veut faire la visite ». C'est un comportement négatif. Mais si on ne te dit pas, tu ne peux pas savoir. Pour toi, c'est que tu fais du bon boulot. On dit au nom de la confidentialité, allez tout le monde au dehors. Or, normalement, chaque patient a le droit d'avoir un accompagnateur à côté pour le soutenir et faire le suivi à domicile. Et il doit faire la navette entre le soignant et le patient. Et le patient. Oui. Mais aujourd'hui, ces patients-là qui maîtrisent quelque peu leurs droits et qui décident de porter plainte quand ces droits ne sont pas respectés, est-ce qu'ils ont satisfaction? Est-ce qu'ils ont satisfaction? Oui, je dirais que de plus en plus, les patients ont commencé à rester en justice. Mais nous, quand nous venons sur le plateau, nous insistons beaucoup parce que quand les gens apprennent sage-femme juriste, déjà pour les collègues, tu es là pour qu'on les traduise en justice. Donc on se dit, on est beaucoup plus dans la prévention. Pareil, de toutes les manières, quand il y a casse, ou il y a un problème, ou quelqu'un décède, même si vous restez en justice, votre parent est déjà parti. Il serait très bien d'agir en amont pour qu'on n'ait même pas d'infraction pour aller vers le judiciaire. Donc, c'est le travail que nous faisons sur le terrain. On essaie de parler de nos droits, on essaie de parler des missions de chaque catégorie et on étudie les dossiers, les conduites tenues, etc. pour se donner des conseils. Et puis, on renforce aussi la capacité des familles et des patients pour qu'elles sachent ou qu'ils sachent que faire pour qu'on n'en arrive pas là. Par exemple, si tu es hospitalisé ou bien tu es dans un secteur et qu'un agent de santé te violente, tu as l'obligation d'en parler. Tu commences déjà par l'agent de santé qui t'a violenté et tu fais aussi le feedback à la direction pour qu'on prenne des dispositions que les mêmes choses n'arrivent pas aux autres. Ah, parce que quand on va dans les hôpitaux, nous-mêmes, nous savons que, bon, vous êtes des dieux, ouais, des déesses. L'agent de santé n'est pas Dieu. Ah, ben, c'est dans le ce que certains agents de santé pensent. On fait croire qu'on est Dieu. Dans le modèle paternaliste, on décide tout, on dit après Dieu, c'est nous. Mais là, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Nous sommes au service des patients et des familles. Sinon, aux IFC, individus, familles, communautés. Il faut qu'on tende là pour pouvoir réellement atteindre les objectifs. Est-ce qu'on peut rappeler, on a environ 2 minutes là, est-ce qu'on peut rappeler aux patients ou aux téléspectateurs, tout le monde aujourd'hui, les droits des patients? Bien sûr, on peut le faire. Si nous prenons les droits fondamentaux, il y en a 10. Le patient qui vient à l'hôpital, il a droit à l'information. Capital. Oui, le droit d'information, le droit d'accès, le droit au choix, le droit à la sécurité, le droit à la confidentialité au secret professionnel, le droit à la dignité, le droit au confort, le droit aux avantages sociaux, le droit à la continuité des soins et le droit d'exprimer ses opinions. Mais à côté de ces droits, il a aussi des obligations. Des obligations, il a aussi des devoirs. Et si on n'en parle pas, les gens se fâchent. Peut-être en 2 secondes, je vais dire ceux qui sont essentiels. Il doit respecter le règlement intérieur de la formation sanitaire. Il doit être très courtois vers l'agent de santé, parce que là-bas aussi, c'est le sang qui circule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui leur parle, qui leur présente le règlement intérieur quand ils viennent? Bien sûr, il y a des fiches que nous distribuons. Et tout ça, c'est documenté. Et il doit honorer ses ordonnances médicales parce que tout n'est pas encore gratuit. Il doit suivre les conseils, le traitement instauré. Et s'il ne veut pas être hospitalisé, il y a des attestations à donner. Et s'il veut sortir contre avis médical, il est obligé de faire la décharge de responsabilité. Donc il faudrait qu'on équilibre les relations. On va voir si on ne peut pas vous avoir demain pour poursuivre les échanges. Pourquoi pas? Demain, nous avons Cody. Je ne suis pas sûre. On finit par tout. On va échanger. Une autre fois quand même. D'accord. Alors, merci beaucoup, Annick Nonorou. Vous êtes sage-femme juriste. Avec vous, on a parlé des droits et devoirs des patients, beaucoup plus la démocratisation. Oui, la démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire. Voilà, la démocratie sanitaire. Et ce sera tout pour le grand rendez-vous, mesdames et messieurs. Dernière étape, ActuWeb. Amis de la revue de l'actualité en ligne, c'est encore un plaisir de vous informer. L'Ouganda est un pays de l'Afrique orientale, situé entre le Soudan au nord,
le Kenya à l'est, le Rwanda au sud et la République démocratique du Congo à l'ouest. Dans ce pays, le site lemonde.fr nous apprend que le gouvernement veut limiter l'accès aux réseaux sociaux aux Ougandais. Les gouvernants affirment vouloir lutter contre les conséquences du bavardage en ligne et accroître les revenus pour le fonctionnement des services publics. Au sein de l'opinion nationale, la décision est mal accueillie, mais l'autorité ne veut pas démordre. Une taxe sur les transactions financières réalisées par téléphone mobile est déjà en vigueur pour tous les utilisateurs des réseaux sociaux. Lors d'une conférence de presse mardi, une coalition d'hommes politiques d'opposition a menacé de mobiliser le pays si la taxe n'est pas levée d'ici vendredi midi. Toujours en Afrique, le pays de Robert Mugabe est dans une situation économique et financière catastrophique. L'équipe zimbabwéenne de rugby vient d'être une victime. En effet, faute de payer un logement décent à l'équipe nationale de rugby du Zimbabwe, les joueurs ont passé la nuit à la Belle Étoile dans des couvertures sur un trottoir au milieu d'un fracas de valises. Et pourtant, l'équipe du Zimbabwe rencontre ce samedi la Tunisie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde de 2019. Ainsi va l'Afrique. En France, Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre délégué au budget sous François Hollande, reconnu coupable de fraude fiscale, a trouvé un nouveau job dans un hôpital de Guyane. Il a été recruté pour 1 mois en tant que médecin généraliste. Monsieur Cahuzac est inscrit à l'ordre des médecins, a déclaré à l'agence France Presse AFP le service de communication de l'hôpital. Si certains s'indignent, d'autres s'interrogent, font de l'humour ou prennent la défense de l'ancien ministre. L'embauche de Jérôme Cahuzac dans un dispensaire de Guyane affole les réseaux sociaux. L'information est disponible sur le site lemonde.fr. Fin de cette revue de l'actualité en ligne. À bientôt. Patrick Adjabodjou, Barthélemy Patine, merci à vous pour l'actualité sur la toile. Mesdames et messieurs, à présent, nous vous proposons de suivre en rappel les prévisions météorologiques de demain 7h. Ce sera donc tout pour le grand rendez-vous de ce 4 juillet 2018. Le 3e numéro pour le compte de cette semaine s'achève. Ici même, une émission conduite de main de maître par Christelle Saboran, de l'autre côté de la régie, la réalisatrice de cette semaine. On va vous retrouver demain, mesdames et messieurs, lorsqu'il va sonner encore 19h. Dormez bien, portez-vous très bien. On se retrouve demain. Bye bye.